Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer doucement. Il y aura peut-être des retardaires. Bon, bonjour déjà à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième séance de la formation Cap Impact. Merci de nous retrouver dans ce temps de canicule. J'espère que tout le monde arrive à se bien hydrater. Je vous préviens, par rapport à la dernière fois, nous allons bien faire un petit temps de pause, pas dans la séance ce matin. Ce serait l'occasion de chercher de l'eau aussi. On va faire une petite pause de 5-10 minutes autour de 10h30. Donc voilà, comme ça, vous avez toutes les infos dès le début. Autre information un peu technique, n'hésitez pas à vous présenter, à échanger dans l'espace de chat de Zoom. En revanche, si vous avez des questions à poser pour moi, des questions plus techniques ou en lien avec le contenu de la formation, merci de poser ces questions dans l'espace Q&R. Et justement de ne pas mettre dans l'espace Q&R des questions plus enfin voilà, des échanges ou des présentations. Voilà. On va donc commencer doucement cette deuxième séance du programme Cap Impact. Et je vais faire un petit rappel de la dernière séance. Mais pour les personnes qui n'ont pas pu participer il y a 2 semaines pour la première séance, vous auriez dû recevoir le replay par mail. Donc il est important de visionner les replays avant chaque séance suivante. Puisque vraiment les étapes, les outils, les sujets qu'on va voir dans chaque séance se basent vraiment sur celles qu'on a vues dans la séance précédente. Donc il est important de bien suivre l'ensemble du parcours. Voilà, on va donc commencer. Un petit rappel sur l'organisation de cette formation. Donc, Cap Impact est une formation qui se fait en 3 temps. Donc, on a déjà fait notre première séance le 11, c'était sur la phase de préparation ou de cadrage d'une démarche d'évaluation. Aujourd'hui, nous sommes donc à la deuxième séance de formation. On va parler de la phase de mesure ou de collecte de données de la démarche d'évaluation. Et la troisième séance, donc, qui va être dans 2 semaines, le jeudi 9 juillet, on va aborder la troisième dernière phase de la démarche d'évaluation, la phase de capitalisation des résultats. Donc, chaque séance correspond bien à une des phases principales d'une démarche d'évaluation. Encore une fois, vous recevez donc les replays de chaque séance et les liens vers les ressources partagées par mail à la suite de chaque séance. Et les informations de connexion Zoom pour les séances suivantes vont être également transmises par la suite. Cap Impact donc je me permets de vous rappeler, Cap Impact est une formation aux premières pas de l'évaluation. Donc ce n'est pas une formation exhaustive. Nous n'allons pas pouvoir aborder toutes les questions, tous les outils, toutes les méthodes ou approches de l'évaluation, qui est une pratique qui peut être assez vaste. On va vraiment aborder les outils et les aspects, un peu les bases de la démarche. L'objectif étant de vraiment vous permettre d'être en mesure de mettre en place une démarche d'évaluation de premier pas qui soit adaptée à votre structure, à vos besoins et à vos moyens. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous transmettre une méthodologie qui soit assez accessible et appropriable dès l'immédiat. Euh, voilà, vous pouvez. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que notre formation se base beaucoup sur et suit beaucoup notre guide, le guide de la vie, qui s'appelle Évaluer son impact. Vous pouvez le trouver sur notre site en PDF en entier. Donc n'hésitez pas à suivre entre les séances, à vous renseigner dans ce document, dans ce guide où vous pouvez trouver encore plus d'exemples concrets, de ressources, etc. On se base aussi beaucoup sur ce guide-là. Un dernier mot un peu sur l'organisation de ce matin. Comme la dernière fois, on va essayer de mettre un petit temps de questions-réponses à la fin de la séance.
une petite dizaine, quinzaine de minutes à la fin de la séance en fonction de comment on avance ce matin. Mais nous n'allons pas pouvoir malheureusement répondre à toutes vos questions puisque vous êtes vraiment nombreux. Donc néanmoins, posez vos questions dans l'espace Q&R donc de Zoom. Et à la fin de la séance, je vais répondre au maximum de questions que je peux dans le temps et on va essayer de répondre sinon à vos questions par la suite, par mail ou autre. Et merci donc dans la manière que vous posez vos questions dans le QR, de poser des questions qui puissent être pertinentes pour tout le monde et qui ne concernent pas un cas trop, une situation trop spécifique, personnalisée. Voilà, on va donc pouvoir commencer avec le contenu. Un petit rappel de qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois. Pour rappel, puisqu'il s'est passé déjà 2 semaines et un temps de canicule, un petit rappel. Donc, la dernière fois, nous avons abordé la phase de préparation ou du cadrage d'une démarche d'évaluation avec notamment trois activités clés qui sont comprises dans cette phase de la démarche. Une première activité et brique de questions autour de la contextualisation de la démarche dans un contexte des grands enjeux autour d'une structure, donc les enjeux stratégiques. Nous avons partagé un outil qui était une boussole un peu d'enjeux stratégiques. On vous a également parlé de l'outil, on vous a présenté l'outil de cartographie des parties prenantes. Donc c'est le moment où on pose un peu toutes les parties prenantes directes, indirectes qui sont impliquées ou qui contribuent à notre action et qui on va donc peut-être impliquer dans notre démarche d'évaluation et comment on choisit entre les parties prenantes qu'on va mobiliser pour une démarche d'évaluation. Nous avons parlé bien sûr de comment on adapte notre démarche d'évaluation aux besoins, aux moyens, à la taille, la maturité, etc. du projet et contextualiser la démarche dans un projet plus large. Ensuite, la deuxième activité que nous avons vue ensemble, c'était l'activité de cartographier ces impacts attendus, donc ces impacts ciblés. C'est un peu les hypothèses d'impact qu'on peut avoir. Et ça, c'est la phase où on fait donc un schéma qui est une cartographie des impacts attendus. On va identifier les grandes catégories d'impact qu'on pense avoir avec notre activité. Et on va ensuite prioriser les catégories d'effets ou d'impact qu'on souhaite évaluer, en sachant qu'une évaluation ne peut pas correspondre à toute catégorie d'effets ou à tout impact. Et donc pour ça, on a vu deux outils qui sont deux variations un peu d'un même outil. Donc la cartographie des impacts et une théorie du changement qui va un poil plus loin et qui vous permet de poser ces catégories d'impact selon leur temporalité, c'est-à-dire des effets à court terme, à moyen terme et à long terme, et puis d'identifier les liens de connexion entre les différentes catégories. Et pour finir, on a fini avec donc l'activité de formuler la question évaluative. Et ça, c'est le moment où, à partir de ces catégories d'effets que nous avons identifiées comme étant prioritaires pour notre démarche d'évaluation, on va formuler une question précise, la réponse à laquelle permet de mieux comprendre notre impact, de mieux le valoriser, d'améliorer, etc., en fonction des finalités de sa démarche d'évaluation. Et pour ça, nous avons justement vu un outil qui est une boussole de différentes finalités de l'évaluation qui permettent donc de décliner sa question évaluative en fonction de la finalité derrière sa démarche. Donc voilà ce qu'on a vu la dernière fois et logiquement, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc dans la deuxième séance, va beaucoup se baser sur ce travail-là, c'est-à-dire que les outils, les questions que vous avez posées pendant cette phase de cadrage vont bien sûr directement nourrir les choix et les outils qui sont représentés par cette deuxième phase. Donc on va vraiment se baser sur ce travail-là. Donc, comme j'ai dit en introduction, la démarche d'évaluation
suit trois grandes phases. Donc ça, c'est vrai pour n'importe quel type de démarche d'évaluation, c'est-à-dire n'importe quelle approche, quelle méthodologie on va mobiliser. On va toujours retrouver trois grandes phases de manière générale qui sont typiques de toute démarche. Donc là, dans le langage de la vise, on appelle ces phases-là la promesse, la preuve et l'appropriation. Et nous allons donc maintenant dédier cette séance à la deuxième séance, c'est-à-dire à la deuxième phase, pardon, c'est-à-dire la phase de la preuve ou de la mesure. Voilà, donc on va voir en quoi ça consiste concrètement. Cette phase-là, effectivement, ça sert à mesurer les effets, c'est-à-dire que maintenant qu'on a identifié ensemble les effets qu'on souhaite évaluer et on a formulé un peu la question enfin la question qui va permettre de d'analyser un peu ces effets, on va concrètement les mesurer. À quoi sert donc cette étape ou à quoi consiste un peu cette étape? C'est l'étape où on va pouvoir vraiment mesurer précisément le changement ou les effets qui sont générés par nos activités à partir d'un nombre défini d'indicateurs. On va parler beaucoup plus des indicateurs et qu'est-ce que c'est, donc ne vous inquiétez pas. Mais c'est le moment qu'on va vraiment mesurer les changements à partir des indicateurs. On va utiliser des indicateurs qui sont bien sûr adaptés aux objectifs, aux finalités, aux enjeux de notre projet et de notre démarche d'évaluation qu'on a identifié déjà dans la phase de préparation. On va choisir la méthode qui est la plus adaptée à la fois à notre question méthodologique et à nos indicateurs, mais aussi bien sûr à notre contexte de projet, à nos moyens, etc. Et on va être en mesure d'expliquer ou de justifier le choix de cette méthode ou de ces méthodes-là. Et on va mettre en place réellement la collecte de données. Donc, on va passer d'une préparation de collecte avec l'identification des indicateurs des méthodes à la collecte en soi. Donc, voilà à quoi consiste cette étape de la démarche. Pour cette séance aujourd'hui, on va fonctionner comme la dernière fois, c'est-à-dire que on va découper la phase de la mesure en plusieurs activités principales. Donc ces activités principales, voilà, comme la dernière fois, on va parler vraiment des activités les plus essentielles pour chaque étape et non pas d'une manière tout à fait exhaustive. Donc d'abord, en termes d'activité, on va d'abord déjà repartir de la question évaluative. Donc là, on va faire un peu le lien avec notre séance la dernière fois. On va se baser sur la question évaluative qu'on a formulée à la fin de la phase de cadrage pour ensuite pouvoir définir les indicateurs, donc c'est-à-dire les informations qu'on va chercher avec les données, avec la collecte de données. On va passer de la définition des indicateurs au choix de méthode et on va comprendre pourquoi et comment on choisit une telle méthode ou un autre. Et on va passer à la réelle collecte donc de données et à comment on organise une collecte de données, comment on organise un peu en termes de ressources humaines ou technologiques ou autres, comment on organise la phase de collecte. Voilà, on va finir donc une fois qu'on a vu ces quatre activités, on va finir avec un petit zoom. On va faire de même deux zooms aujourd'hui. Un zoom sur les référentiels d'indicateurs où je vais vous partager un certain nombre de ressources de référentiels d'indicateurs et vous expliquer comment utiliser ce type d'outils. Et je vais vous partager quelques bonnes pratiques sur la question de l'implication des bénéficiaires dans la phase de collecte, puisque ce n'est pas toujours voilà une question évidente. Donc on va faire un petit focus sur ces deux questions-là, et ensuite, comme la dernière fois, bien sûr, je vais vous partager un certain nombre de ressources qui correspondent à des questions fréquemment posées en lien avec la phase de mesure. Et comme j'ai dit, voilà un petit temps de questions-réponses. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour commencer,
Comme j'ai expliqué, on va donc juste revenir un tout petit peu sur le dernier point qu'on a vu il y a 2 semaines dans la dernière séance et on va revenir sur la question évaluative. Je ne vais pas représenter qu'est-ce que c'est et comment faire, mais plus un petit rappel de qu'est-ce que c'est, enfin de comment on définit un peu une question évaluative et à partir de ça, comment ça mène à la phase de mesure. Donc, pour rappel, la question évaluative, c'est la question qu'on formule à la fin de la phase de cadrage et c'est la question à laquelle la démarche d'évaluation ou la mesure d'impact va permettre de répondre. Donc, c'est la question avec les réponses à laquelle vous allez pouvoir répondre à une finalité que vous aurez définie avec l'outil de la boussole des finalités que je vais vous montrer dans un instant. L'idée, c'est que une question corresponde à une finalité derrière, une finalité d'apprentissage, d'amélioration, de plaidoyer, etc., etc. Et c'est cette question évaluative, vous vous souvenez, qui était aussi définie en fonction de la cartographie des impacts ou la théorie du changement. C'est le fameux schéma où on cartographie toutes les catégories d'effets qu'on cible à avoir avec notre activité et on priorise une ou deux catégories d'effets qu'on va évaluer avec notre démarche. Donc c'est à partir de ces cibles-là qu'on formule la question évaluative. Donc, comment ça permet de passer à la suite? Donc, nous avons vu cet outil-là la dernière fois. C'est l'outil des finalités, c'est-à-dire et on peut bien sûr identifier d'autres, mais c'est un outil qu'on trouve très pertinent et assez facile pour cette phase-là. On va voir 4 finalités différentes qu'on peut mettre derrière une démarche d'évaluation. Une finalité qui serait de suivre des actions. Donc ça va être plutôt une activité de monitoring, un peu de suivre des activités, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, une envie de produire des informations régulières, un peu au fil de l'eau, pour observer des changements liés à ces actions, vérifier s'il y a des objectifs qui sont atteints ou non, mais c'est plutôt une activité voilà de monitoring. Deuxième finalité, qui va un peu plus loin, vous avez compris, avec la boussole, on va à chaque fois un peu plus, ça va être un peu plus poussé en termes d'ambition, mais aussi de technicité de ce qu'on va mettre derrière dans les méthodes. Une deuxième donc finalité qui serait de comprendre, c'est-à-dire de comprendre ces changements, donc non seulement de les suivre ou de les observer, mais vraiment de les comprendre, de comprendre le pourquoi et le comment de ces changements, et c'est-à-dire les facteurs explicatifs potentiels, de creuser un tout petit peu plus. Ensuite, on peut identifier une finalité de valoriser son impact et valoriser ce qu'on met en valoriser, c'est pas forcément, c'est pas uniquement valoriser ses impacts par exemple auprès de ses partenaires ou autres, mais c'est valoriser dans un sens économique puisque on va beaucoup parler ici d'attribuer une valeur économique ou monétaire à un changement qui soit suscité par son action. Ça, je vais vous expliquer ça par la suite, un peu des méthodes spécifiques. Et enfin, on peut avoir la finalité de prouver ce changement, c'est-à-dire de prouver qu'il y a bien eu un changement et que c'est bien attribuable à mon action et d'expliquer plus en détail comment c'est attribué. Donc là, encore une fois, on va être sur quelque chose un peu plus techniquement poussé. Donc pour chaque finalité, il y a une type de question évaluative qui va être différente, mais il y aura aussi un choix de méthode qui va aussi d'être différent ou qui va orienter en fonction de la finalité choisie. Donc ça, je vais vous montrer un peu plus en détail, mais déjà d'avoir ça en tête lorsque vous formulez votre question évaluative. Voilà, bien sûr, ce que je peux rajouter et ce qu'on a vu la dernière fois aussi, c'est que bien sûr, une démarche d'évaluation peut correspondre à plusieurs finalités.
On peut se dire que voilà, j'ai envie à la fois ou besoin à la fois de suivre et de comprendre les changements de mon action, c'est tout à fait faisable. Le boussole, ce n'est pas une séance précise, c'est vraiment un outil pour guider vos réflexions, vos choix aussi enfin voilà, tous les choix que vous pouvez avoir pendant la démarche d'évaluation. Même si on peut se dire qu'on a plusieurs finalités, il est quand même intéressant de prioriser une plus que d'autres, dans la mesure que ça va vous permettre donc de faciliter justement les décisions prises par la suite. Peut-être que je peux rajouter ça, c'est peut-être évident, mais c'est important de le dire, que le choix de finalité pour sa démarche d'évaluation, c'est bien sûr aussi une décision à prendre en fonction des moyens et des ressources qu'on a à disposition pour sa démarche. C'est-à-dire que voilà, la finalité valorisée ou prouvée, ça nécessite plus de moyens, plus de temps, plus de ressources humaines, financières, etc. Donc, c'est aussi bien sûr des choix qui doivent être faits en fonction de sa situation. Voilà. Pour rappel, la dernière fois, nous avons introduit donc un exemple de projet fictif, un exemple donc de démarche d'évaluation fictive. Qu'on appelle les jeunes dans la ville. Donc c'est un projet d'accompagnement donc des jeunes qui sont dans un parcours d'insertion professionnelle ou de formation professionnelle, qui sont éloignés du marché du travail. Je vais pas représenter tout le contexte du projet, mais juste on va continuer à se baser sur cet exemple-là pour l'ensemble des outils qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour rappel, enfin la finalité que nous avons choisie pour cet exemple fictif, c'était la finalité de comprendre, puisqu'il y avait des enjeux et des besoins autour de la consolidation d'un projet, enfin d'un programme phare de jeunes dans la ville. C'était le programme d'accompagnement individuel avec les entretiens auprès des jeunes accompagnés. Donc, ça, c'est notre finalité. Et donc, en fonction de cette finalité, la question évaluative sur laquelle on est atterri, c'était comment est-ce que l'accompagnement individuel permet aux jeunes bénéficiaires de gagner en estime de soi. Pourquoi estime de soi? Ça vient de notre cartographie des impacts. La cartographie des impacts que nous avons vue ensemble, donc appliquée à ce projet fictif. Il y avait plusieurs catégories des effets, bien sûr, par rapport à la motivation, la déclinaison d'un projet professionnel, les liens sociaux, etc. Et on a identifié l'estime en soi comme la catégorie d'effets qui est le plus essentiel, pertinent pour notre démarche d'évaluation, en sachant qu'une évaluation correspond à une catégorie, peut-être deux, d'impact, mais pas tous. Ça ne correspond pas à toute notre cartographie des impacts. Donc, c'est à partir de cette catégorie estime de soi qu'on a formulé, et la finalité qu'on a formulé cette question évaluative. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Donc maintenant, on a reparti, enfin, on repart de notre question évaluative. On a bien identifié la question à la fin de la phase de cadrage. Une fois qu'on a posé ça, on peut commencer à travailler sur l'identification des indicateurs. Je vais en parler un peu plus des indicateurs par la suite, mais on va repartir de cette question évaluative d'abord et on va réfléchir un peu à quelles sont les informations et les types de données qui peuvent me permettre de répondre à cette question évaluative et de faire un petit brainstorm des informations qui vous semblent permettre de répondre, en tout cas en partie de répondre à cette question évaluative. Et c'est à partir de ces indicateurs-là qu'on va identifier donc un peu les données à collecter et comment. Et pour l'aspect comment, on a ces questions à droite où on va voir, OK, pour chaque indicateur, auprès de qui on va collecter cette information-là, à quel moment, avec quelle méthode ou outil, quel type d'indicateur on va regarder. Donc ça va permettre effectivement de pouvoir mesurer précisément
le changement généré par notre activité à partir d'un nombre défini d'indicateurs. On va avoir un nombre défini d'indicateurs, on va discuter aussi de ça dans un instant, et d'identifier les indicateurs qui sont les plus adaptés aux objectifs stratégiques de la démarche d'évaluation, de la finalité qu'on vient de voir avec la boussole, etc., etc. Et de s'assurer que les données donc qu'on collecte sont les plus utiles pour les objectifs. Mais on va voir ça un peu plus tard. Mais je voulais juste vous expliquer que bien sûr la question des indicateurs, ça relève de la question évaluative, et mais qu'il faut aussi bien sûr réfléchir à la question organisationnelle derrière la collecte. Donc, une fois qu'on a revu notre question évaluative, on va passer à la phase effectivement, enfin à l'activité de la définition des indicateurs. Donc, j'en ai déjà parlé un tout petit peu des indicateurs, mais il est bien sûr important d'avoir une définition commune. Qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? C'est une information qu'on va rechercher, on va aller collecter, on va rechercher, afin d'obtenir une réponse à la question évaluative. En tout cas, en partie. Peut-être qu'on va pas, chaque indicateur va nous donner un bout un peu de réponse à la question évaluative. Encore une fois, et j'insiste, j'ai beaucoup insisté là-dessus la dernière séance et je vais réinsister là-dessus aujourd'hui, parce qu'il est très important d'avoir en tête que une démarche d'évaluation correspond à une catégorie d'impact, à une question évaluative, à peut-être une activité de votre structure. Une évaluation ne va pas évaluer l'ensemble d'une structure, l'ensemble de vos impacts. Sauf si vous avez des années, beaucoup de ressources à mettre, mais dans la majorité des cas, en tout cas, une évaluation ne va pas tout aborder. Donc, c'est via cette question évaluative, via la cartographie des impacts que nous avons fait, qu'on a priorisé les effets et les conditions à évaluer avec sa démarche. Et ça va donc nous permettre ensuite de décliner en indicateurs pertinents et de s'assurer on n'imagine pas trop d'indicateurs dans trop de sens différents, ou des indicateurs qui relèvent de catégories d'effets qui ne sont pas celles qu'on a priorisées sur la cartographie des impacts, etc. Donc, encore une fois, j'insiste sur l'importance de la phase du cadrage et tous les outils que nous avons vus la dernière fois. On peut souvent avoir envie, et quelque chose quand on n'est pas, justement, quand on n'est pas formé à l'évaluation d'impact, souvent on entend les gens se mettre directement au début d'une démarche d'évaluation à parler des indicateurs, à essayer d'identifier les indicateurs. C'est une erreur parce que justement on risque d'identifier des indicateurs qui ne sont pas pertinents, qui sont trop loin des objectifs, ou qui sont pas suffisamment bien définis ou clairs ou spécifiques pour mener à une collecte, etc. Donc j'insiste vraiment sur l'importance de la dernière phase de cadrage, et si c'est bien mené, effectivement, ça va être beaucoup plus simple ensuite de concrétiser ces questions-là en indicateurs et en données. Donc c'est aussi pour ça qu'on vraiment prend le temps de bien poser tous ces éléments dans la phase de cadrage. Donc, à partir des indicateurs, une fois qu'on les a définis, à partir de ces indicateurs, on va collecter des données qui peuvent être qualitatives ou quantitatives, et je vais vous expliquer dans quelques minutes les différences. Et en général, pour l'impact, on distingue entre trois catégories d'indicateurs, et vous pouvez choisir une, deux ou les trois, mais voilà, d'avoir en tête qu'il y a différents types d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont créés ou identifiés spécifiquement pour la structure ou pour le projet, qui vous sont uniques pour cette démarche-là. Il y a des indicateurs qui sont standardisés, par exemple, par un secteur, pardon, pas par un secteur, mais plus par une thématique, un type de bénéficiaire, etc., ou des indicateurs qui sont standardisés à un niveau national, à un niveau européen, etc. On peut mettre derrière ça, par exemple, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, taux d'emploi des femmes, etc. On peut mettre des indicateurs assez standardisés.
Et une troisième catégorie, c'est des indicateurs donc sectoriels justement, où là on va voir des indicateurs qui sont plutôt partagés par tous les acteurs ou la majorité des acteurs de notre secteur et qui permettent donc d'avoir un suivi ou une visibilité sur des données un peu de base, par exemple la taux de sortie positif pour les dispositifs d'insertion professionnelle, c'est assez classique comme exemple. Donc voilà, il y a différents types d'indicateurs que vous pouvez collecter ou combiner dans votre démarche d'évaluation. Alors, comment ça se fait concrètement? Comment on identifie les indicateurs? Alors, il y a plusieurs étapes et on va vous montrer bien sûr des exemples plus précis. Mais la première étape, ce que j'ai déjà dit, mais il s'agit bien sûr de repartir de l'effet que vous avez priorisé, les faits ou la catégorie des faits que vous avez identifiés comme prioritaires pour votre évaluation. Donc, ça, c'est à partir de la fameuse cartographie des impacts. C'est l'effet qui est bien présent et bien explicité dans votre question évaluative. C'est à partir de cet effet-là qu'on va se baser pour identifier les indicateurs, parce qu'il est essentiel d'avoir en tête le fait que l'indicateur devrait répondre à cet effet-là, qu'on va chercher à comprendre est-ce que à quel degré on a obtenu cet effet-là ou pas, et que l'indicateur doit donc décliner une partie de cet effet-là. Donc, une fois qu'on voilà, on se rebase un peu sur cet effet-là, on se remet ça un peu sur la table, et ensuite on va créer son indicateur pour répondre à la question, une question qui est quelle est l'information qui va me permettre de mesurer cet effet choisi? Donc, par exemple, avec la confiance en soi, quelle est l'information qui me permet de comprendre s'il y a eu un effet sur l'estime en soi? Quels sont les types d'informations qui peuvent répondre à ça? Donc là, on peut faire un petit brainstorm, identifier des idées d'informations qui répondent à cette question-là. Et donc de mesurer si cet impact ciblé attendu bien a eu lieu. Ce n'est pas forcément l'activité la plus facile enfin, dans la démarche d'évaluation. C'est une activité qui peut être un peu difficile. C'est une activité qui devrait être itérative, c'est-à-dire vous allez peut-être faire un grand brainstorm et après faire un tri raffiné, reprioriser, etc. C'est un travail qui a besoin de prendre du temps et qui a besoin d'être vérifié, testé, mais je vais vous en dire plus sur ça, de checker enfin, la pertinence de vos indicateurs par la suite avec des bénéficiaires autres parties prenantes. Mais on va voir ça plus en détail. Mais voilà, à savoir que c'est une activité qu'il faut un peu, enfin c'est un aspect de la démarche d'évaluation qu'il faut remettre en question un peu. Pour ça aussi, à savoir que vous ne repartez pas de zéro pour le choix des indicateurs ou la déclinaison des indicateurs. Comme on a vu la dernière fois, une démarche d'évaluation, il ne faut pas réinventer la roue. L'idée, c'est vraiment de repartir des choses existantes, c'est-à-dire soit vous avez déjà collecté les données ou fait des évaluations dans le passé dans votre structure, soit des acteurs du même secteur, de la même thématique, d'autres qui appartiennent à un même réseau que vous, etc. De se baser sur les travaux des pairs et aussi de se baser sur ces fameux référentiels d'indicateurs qui existent et je vais vous en parler, je vais faire un focus sur ces référentiels à la fin de la séance, mais à savoir qu'il y a aussi des référentiels d'indicateurs qui sont thématiques ou généralistes et des bases de données de référentiels, enfin des bases de données d'indicateurs standardisés. Il ne s'agit pas de copier-coller, mais ça sert vraiment d'inspiration qui peuvent être très pertinents pour vous aider à décliner vos indicateurs, à reformuler le langage des indicateurs, etc. Donc, il faut absolument pas repartir de zéro, mais vraiment bien regarder ce qui existe déjà. Une fois que vous avez donc identifié ces indicateurs-là avec un peu cette deuxième question de la liste, il s'agit donc d'identifier les valeurs cibles pour chaque indicateur. La valeur cible, c'est le niveau d'atteinte souhaité
sur cet indicateur. Donc, on va voir des exemples, bien sûr, mais de dire, moi, avec mon activité, je cible telle ou telle valeur par rapport à cet indicateur pour répondre à mes objectifs de compréhension ou de suivi ou voilà, en fonction de la finalité derrière. Donc, on va avoir un exemple rempli, mais identifier son indicateur, il faut suivre un peu ces trois étapes-là. Quelques points de vigilance à avoir pendant cette activité-là. Comme j'ai déjà dit, ne va pas trop vite sur la question des indicateurs. Donc, ne pas mettre la question des indicateurs avant la théorie du changement ou la cartographie des impacts ou la question évaluative. Vraiment ne pas parler de données ou d'indicateurs avant. Je sais que c'est difficile, mais vous risquez d'avoir trop de billets ou de partir dans un mauvais sens. Donc vraiment, ne pas aller trop vite sur cette question-là, ça va être beaucoup plus simple une fois que vous avez posé le reste. Et aussi pour les indicateurs, une autre point de vigilance, c'est de bien choisir ceux qui sont adaptés aux moyens et aux ambitions de la démarche et ne pas élaborer des indicateurs qui soient trop complexes, qui soient trop ambitieux peut-être à collecter, qui soient trop vagues pour qu'ensuite on n'arrive pas à savoir si on a répondu ou pas, etc. Donc d'être un peu précis dans la formulation des indicateurs pour répondre à la faisabilité de la collecte en fonction de vos moyens, le temps, etc. Et aussi, un autre point de vigilance, c'est trouver le bon nombre d'indicateurs à collecter. Ne pas en mettre trop que c'est très difficile de collecter et ne pas en mettre pas assez pour que vous n'avez pas assez d'éléments pour répondre à votre question évaluative. Donc d'essayer de trouver vraiment le bon nombre d'indicateurs à chercher. Voilà, maintenant qu'on a vu tout ça un peu en principe, en théorie, comment ça se fait concrètement et je vais vous montrer un exemple avec bien sûr notre projet Jeunes dans la ville. Donc, on peut créer un tableau d'indicateurs. Ça peut ressembler à un tableau comme ça peut être un mind map, ça peut être euh, bon, un document Word. Enfin voilà, et l'outil en soi n'est pas très important, mais l'important, c'est bien sûr ce qu'on voit ici, c'est qu'on repart de la question évaluative toujours. On rappelle de notre chapeau de la démarche. On repart donc de cet effet qu'on va évaluer, l'effet étant l'estime en soi ou la confiance, qui est bien sûr aussi présente dans la question évaluative, mais voilà, on repose ça pour bien cibler ensuite, et on va identifier un certain nombre d'indicateurs. Donc, l'effet, par exemple, d'estime en soi ou de confiance, ça peut être effectivement, bien sûr, ça peut être mesuré ou investigué par plusieurs types d'indicateurs, plusieurs types d'informations. On peut voir, par exemple, l'indicateur qui serait la part des jeunes interrogés qui reconnaissent eux-mêmes d'avoir davantage confiance dans leur projet personnel. Donc là, c'est une question d'autodéclaration de tout simplement combien des jeunes qu'on a accompagnés déclarent eux-mêmes de sentir avoir plus de confiance dans leur projet. Ensuite, on peut voir un indicateur, on peut voir ça du côté des acteurs de l'accompagnement, donc ceux qui font l'accompagnement. À quel niveau, eux, ils apprécient la confiance en soi des jeunes qui sont accompagnés, eux. On peut ensuite interroger la question d'estime en soi par d'autres biais. Par exemple, quel serait la taux des jeunes qui ont davantage d'interactions sociales grâce à l'activité, en imaginant que l'interaction sociale est bien sûr basée sur l'estime en soi quelque part derrière. On peut aussi imaginer un indicateur qui serait l'évolution du jeune accompagné selon un score qui serait sur une échelle d'estime en soi, une échelle Rosenberg. Donc ça, ce serait un exemple d'un indicateur standardisé, puisque c'est une échelle voilà, qui existe, une échelle qui est établie par un chercheur, j'imagine, une échelle de l'estime en soi. Et donc, on va avoir un indicateur un peu plus standardisé pour compléter. Donc voilà.
on vous donne un peu des exemples de à quoi ressemblent des indicateurs. Euh, à quoi ressemblent donc des indicateurs pour cet effet-là. Euh, peut-être un petit mot sur la question, puisque c'est une question qui revient souvent, c'est combien d'indicateurs on a besoin pour notre évaluation. Il n'y a pas un nombre, il n'y a pas de nombre idéal, il n'y a pas de nombre minimum. La question va dépendre beaucoup, bien sûr, de vos moyens, mais et le périmètre de la démarche. Si vous avez 3 mois pour le faire versus si vous avez un an pour le faire. Mais aussi de la finalité identifiée, donc la finalité selon la boussole, parce que si votre finalité c'est tout simplement suivre les changements générés par une activité et de faire du monitoring, il y aura peut-être moins d'indicateurs. Vous allez peut-être avoir 3, 4, 5 indicateurs à suivre, puisque c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau et qui se fait de manière plus simple. Au fil de l'eau, voilà, pour suivre des activités. Si votre finalité, c'est comprendre ou prouver, et là, vous allez faire un effort un peu plus concentré sur 6 mois, un an, voilà. Vous allez peut-être avoir plus d'indicateurs, mais puisque c'est pas des indicateurs, vous allez collecter tout le temps, pendant tous les cycles d'accompagnement ou tous les ans, ou etc. Parce que c'est quelque chose qui va être un peu plus en profondeur. Donc voilà, petite parenthèse sur cette question-là. Donc une fois ce que vous voyez sur cet outil-là aussi, c'est que vous avez donc pour chaque exemple d'indicateur, vous avez une valeur cible. Donc là, c'était l'étape que je viens de vous expliquer. C'est pour chaque indicateur, je vais imaginer, je vais discuter bien sûr avec ma gouvernance, avec mes parties prenantes, avec mes équipes, etc., de quel est donc l'impact ciblé de notre activité, quel est le cible en termes d'estime en soi, par exemple, des jeunes. Donc, pour, par exemple, la part des jeunes interrogés qui reconnaissent eux-mêmes d'avoir davantage de confiance, je vais attendre qu'au moins la moitié des jeunes on constate en augmentation ressentie de confiance en soi. Au moins la moitié, puisque ça me permet, je ne sais pas, de dire que, bien sûr, la question de la confiance en soi est complexe, on peut pas tout attribuer à notre projet. C'est peut-être un public qui est fragile de base et donc on peut pas atteindre 100%, etc. Mais je vais attendre qu'au moins la moitié, j'ai touché cette question sur au moins la moitié des jeunes accompagnés, par exemple. Peut-être que la valeur cible ou l'objectif un peu cible va être plus formulé en question de compréhension, c'est-à-dire à quel niveau j'aurais besoin d'avoir atteint pour pouvoir mieux comprendre et améliorer, enfin mieux comprendre mon bénéficiaire ou mieux comprendre mon activité. Donc là, par exemple, sur le deuxième indicateur de l'appréciation de la confiance des jeunes par les acteurs de l'accompagnement, là, ce n'est pas tant mon cible, parce que mon cible, c'est que les jeunes eux-mêmes se sentent plus en confiance et pas que les accompagnateurs le constatent. En revanche, c'est un objectif de compréhension pour moi que mes accompagnateurs ressentent et constatent ça, parce que c'est eux qui sont en lien direct, etc. Je vais pas forcément détailler pour chaque indicateur parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, vous voyez à quoi ressemblent un peu des cibles les valeurs cibles pour des indicateurs. Il est vrai que bien sûr aussi pour tout ce qui est indicateur standardisé, donc par exemple nous avec notre échelle d'estime en soi, ça peut être aussi plus simple parce que on peut regarder quelles sont les moyennes ou quelles sont les valeurs cibles standards partagées par la littérature sur le sujet. Voilà, donc une fois qu'on a posé tout ça, quelque chose que vous voyez dans ce tableau déjà, même avec uniquement 4 indicateurs, vous voyez que chaque indicateur, enfin, il y a différents types d'indicateurs qui sont de nature différente. C'est-à-dire que le type d'information qu'on va rechercher avec un indicateur ne va pas être le même pour chacun. C'est justement l'objectif, c'est de trouver les indicateurs
qui ne soit pas redondant, qui ne cherche pas à répondre à exactement la même, enfin, qui ne cherche pas la même information, justement, on veut avoir quelque chose qui voit l'effet de plusieurs facettes et qui répondent à la question de plusieurs manières. Donc, justement, c'est une bonne pratique lorsqu'on identifie les indicateurs. Et aussi, ce n'est des indicateurs qui ne sont pas exactement la même nature dans le sens où certains indicateurs vont plutôt rechercher une information qui est de l'ordre du ressenti ou de l'autre déclaration, d'autres qui vont plutôt chercher, par exemple, euh, ça peut être aussi une situation plus factuelle, etc. Donc, on va voir ça plus en détail quand on parle des données, les différents types de données. Mais voilà, il est aussi important de vous poser sur ça aussi quand vous identifiez les indicateurs, c'est-à-dire quelle est la nature de l'information que je cherche et est-ce que ça correspond bien à mes objectifs et à mes moyens. Quelques bonnes pratiques, j'en ai peut-être déjà un peu parlé, mais nous avons ce petit checklist pour vous pour réfléchir, pour vérifier un peu la pertinence de vos indicateurs et que ces indicateurs soient bien formulés. Donc, première question à vous poser, c'est est-ce que cet indicateur répond à la question évaluative? Est-ce que ce n'est pas trop loin? Voilà, dans quelle mesure, si j'ai cette réponse-là, si j'ai cette information-là, ça répond en partie à la question évaluative. Est-ce que j'ai déjà cette information? Est-ce qu'elle existe déjà? Et dans ce cas-là, est-ce que c'est intéressant de recollecter? Peut-être que si, parce que l'information a date et donc j'ai besoin de renouveler, ou peut-être pas, et donc vaut mieux chercher une autre information. Est-ce que cette information est plutôt facile à collecter ou pas facile à collecter? Et dans ce cas-là, d'ajuster en fonction de vos moyens. Est-ce que cet indicateur est utile et intéressant à toutes les parties prenantes ou uniquement à certaines? Et ce n'est pas grave si un indicateur est beaucoup plus important pour une partie prenante qu'une autre, mais juste d'équilibrer, d'avoir une réflexion stratégique sur le fait que oui, j'ai absolument besoin d'un indicateur qui soit utile pour tel ou tel partenaire ou pour mon équipe interne, etc. Et donc de bien avoir cette réflexion stratégique pour s'assurer que vous avez des indicateurs qui correspondent bien aux objectifs d'apprentissage ou autres par la suite. Et dernière question, et ça c'est important aussi, c'est qui va être associé dans le choix d'indicateurs. Donc non seulement dans le processus interne, on va dire, de choisir les indicateurs, mais quelque chose qu'on recommande aussi, c'est de faire une phase de test avec ces indicateurs. Donc de tester la pertinence des indicateurs avec ses bénéficiaires ou autres parties prenantes. Donc ça, lorsqu'on fait ça, on va pas forcément pouvoir utiliser les résultats qui soient collectés parce que ce n'est pas dans la collecte, dans la vraie collecte entre guillemets. Mais c'est important de faire une petite phase de test ou exploratoire pour s'assurer qu'on pose bien les bonnes questions. Peut-être qu'il y a des questions qui sont formulées d'une manière qui n'est pas claire pour certains. Peut-être que la question n'est pas, les répondants ne sont pas en mesure de répondre parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes l'information ou c'est trop tôt. Enfin voilà. Ou peut-être que voilà l'indicateur est redondant ou etc. Donc il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas forcément ou auxquelles on pense pas forcément. C'est important de faire une petite phase de test ou de validation des indicateurs par plusieurs types de parties prenantes. Comme ça, vous êtes plus efficace par la suite. Donc là, je vais peut-être vous proposer de faire un micro-pause ici avant de reprendre sur l'activité de choisir sa méthode, puisqu'on est à 10h20. Donc je vais vous proposer de faire une petite pause de 5 minutes et de revenir à 10h25. Donc de bien prendre de l'eau pour rafraîchir. Et si vous avez des questions déjà, des questions liées à tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace Q&R, pas dans l'espace chat, dans l'espace Q&R, que je puisse en prendre connaissance. Donc voilà,
On va mettre une petite pause de 5 minutes. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans le Q&A, c'est très bien. Je vais plutôt répondre vers la fin parce qu'il y a peut-être des réponses que vous allez avoir à un autre moment. Donc voilà, je vais dérouler un peu la suite et puis après on fera un temps de questions vers la fin. Donc, troisième activité de notre phase de mesure, notre deuxième phase de mesure de la démarche. Donc, première phase, première activité, vous avez vu, c'est à partir de la question évaluative, on décline les informations qui nous permettent de répondre à cette question évaluative. On décline ces informations en indicateurs et on identifie les valeurs cibles pour des indicateurs. Ensuite, on va choisir la méthode, donc là où les méthodes de collecte de données. Pourquoi on choisit les indicateurs avant de choisir les méthodes? Il est vrai que c'est peut-être ça semble peut-être pas très logique comme ça. Pourquoi on fait comme ça? C'est parce que euh, on peut avoir tendance ou envie de choisir une méthode parce que ça nous paraît le plus crédible, parce qu'on en a entendu beaucoup parler d'une telle méthode, parce que notre financeur voilà, souhaite bien ou insiste sur une méthode ou une autre, etc. Et puis avoir plein de motivations derrière ça. Mais en fait, la méthode est un outil qui nous permet de collecter l'information. C'est pas un objectif en soi, une méthode, où il n'y a pas de valeur absolue en soi. C'est quelque chose qui permet de réaliser la collecte des indicateurs les plus pertinents. Donc le mieux, c'est de d'abord identifier quels sont les indicateurs dont vous avez besoin pour répondre à la question évaluative et ensuite de voir quelles méthodes me permettent de collecter ces indicateurs-là. Et comme ça, pareil, c'est vraiment pareil que pour la première phase de la démarche d'évaluation, c'est chaque étape vraiment permet de faciliter, en principe, de faciliter l'étape par la suite ou de faciliter les choix qui vont venir par la suite, parce qu'on aurait déjà posé un certain nombre de choses. Donc, vraiment, on conseille vraiment de bien identifier les indicateurs avant de choisir les méthodes. Bien sûr, vous pouvez toujours revoir les indicateurs par la suite et peut-être qu'il faut les modifier, reformuler en fonction des méthodes, des outils, etc. Il n'y a aucun problème, mais de déjà identifier la nature des informations que vous souhaitez chercher avant d'aller sur la question des méthodes. Parce que l'idée, c'est vraiment de choisir celle qui est la plus adaptée à vos indicateurs, à votre question évaluative, à vos moyens, etc. Donc, une fois on a vu ces indicateurs, on va identifier comment on va aller les chercher concrètement. Et normalement, ce choix d'outils, de méthode ou d'outils devrait être beaucoup plus simple une fois qu'on a bien posé une question évaluative bien précise et qu'on a bien décliné nos indicateurs. Donc, on peut... Alors, tout ça, une fois que j'ai dit tout ça, il est bien sûr possible et même probable que vous avez déjà en tête quelques méthodes ou outils qui sont préférables et d'autres qui sont peut-être hors question, puisque trop complexes, trop chers, nécessitent forcément une prestation externe et il n'y a pas les moyens pour faire, etc. Donc, il peut bien sûr avoir déjà en tête le fait que certaines méthodologies ne vont pas être possibles pour moi, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on va voir ça plus en détail là. Euh, donc voilà, je pense que j'ai tout dit euh, pour introduire. Donc, à quoi sert cette étape ou qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape? Comme j'ai dit, c'est vraiment l'étape où ou l'activité où on va vraiment identifier les outils de collecte de données concrètement qu'on va employer pour faire sa mesure. Donc, c'est là où on va commencer à concrétiser encore plus la collecte de données et préparer le passage à l'acte un peu. Donc, il s'agit de faire le choix de méthode qui est le plus adapté aux objectifs, comme j'ai dit, aux enjeux stratégiques. La finalité de l'évaluation, c'est suivre, comprendre, valoriser, prouver, etc. et les indicateurs. On va aussi réfléchir à la complexité relative de mettre en œuvre une méthode versus une autre.
qu'est-ce que ça nécessite en interne aussi, en termes de ressources ou de réflexion, etc. Et de pouvoir choisir sa méthode en fonction de ça. Et c'est aussi une activité ou un moment où on va peut-être déjà faire ou si ce n'est pas déjà faire, réfléchir à comment on va expliquer et justifier le choix de méthode auprès en interne déjà auprès de ses équipes parce que le choix de méthode va impacter vos équipes et les personnes qui vont être mobilisées pour collecter les données et les analyser et les communiquer, etc. Mais aussi à ses partenaires, etc. Donc de déjà réfléchir à ça. Et normalement, les outils qu'on vous présente ce matin vont vous aider aussi dans cette explication, justification que vous devrez peut-être faire. Donc, pour la grande question, c'est quelles sont donc les méthodes d'évaluation d'impact. Donc, je ne vais pas rentrer en granularité sur chacune des méthodes ou chacun des outils puisqu'on n'a pas le temps. On va aller vraiment sur ceux et celles qui sont les plus pertinents et les plus accessibles pour nos objectifs et notre niveau de pratique et notre secteur de l'ESS. Mais je vais quand même vous montrer ça, c'est que il y a à peu près 4 grandes familles ou catégories de méthodes qui existent dans l'évaluation. Et au sein de chaque famille ou catégorie, il y a donc différents outils de collecte qui peuvent être mobilisés et bien sûr combinés pour aller chercher des informations. Donc chaque famille avec ses outils propres. Donc, les familles de méthodes et d'outils de collecte qui sont les plus fréquemment employés dans l'économie sociale et solidaire, c'est les méthodes et outils quantitatives et qualitatives, et notamment en combinaison. Donc là, on va en parler plus après, mais c'est effectivement deux types de données et deux types d'outils de collecte qui sont bien complémentaires et qu'on conseille souvent de mettre ensemble, justement, puisqu'on va pas regarder exactement la même type d'information avec chacun. Mais ça, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail dans quelques minutes. Euh, mais voilà, quand on combine ces deux choses-là, on parle souvent de méthode mixte. C'est un peu l'expression souvent pour parler des méthodes qualitatives et quantitatives. Et c'est des familles qui sont souvent les plus accessibles que les deux autres. Dans la famille donc qualitative, qu'est-ce que ça veut dire qualitative? Ça veut dire de l'information textuelle. Donc qualitative versus quantitative. Quantitative qui c'est de l'information chiffrée. Donc ça c'est la différence entre qualitative et quantitative. Dans la famille qualitative, on va avoir des outils de collecte classiques qui sont de l'entretien, donc, quand on parle d'entretien dans un sens plus sociologique, anthropologique, pas bien sûr entretien d'embauche ou enfin autre type de pratique, mais ça, pareil, je vais vous expliquer plus en détail comment ça se fait. On parle de focus group, on parle d'observation, ça se fait un peu moins dans l'étude d'impact et d'études de cas. Pour la famille de méthodes quantitatives, on parle de sondage et de questionnaires majoritairement. Dans la famille, donc la famille COSA, donc ça c'est nos deux familles qu'on utilise peut-être le plus souvent dans notre secteur et qui sont un peu plus accessibles sur un plan, enfin sur un plan technique et financier. Après, on passe à la famille causale. La famille causale, c'est là où on va vraiment chercher à comprendre l'attribution d'un impact à une activité. Donc c'est là où effectivement on va pouvoir un peu plus prouver entre guillemets l'impact généré par son activité, que ce soit bien attribuable à son activité. Donc classiquement dans cette famille-là, enfin le plus classique on va dire ou le plus répandu dans cette famille-là, c'est l'outil essai contrôle randomisé ou RCT, et c'est une méthode où on se base c'est une méthodologie qui se base sur le champ médical, où on va avoir un groupe contrôle qui ne reçoit pas une intervention et un groupe témoin qui reçoit une intervention. Et on va comparer par la suite, donc qu'est-ce qui se passe quand notre intervention n'a pas eu lieu, et on va comparer les résultats pour pouvoir
entre guillemets encore une fois, prouver que notre activité a généré un impact parce que on peut le comparer à un groupe qui n'a pas eu, qui n'a pas été touché par son activité. Donc voilà, les essais contrôle randomisés sont beaucoup moins développés, utilisés dans le secteur de l'ESS, hein, beaucoup plus dans le domaine de l'humanitaire international, par exemple, etc. Ce sont des méthodes qui sont un peu plus élaborées, qui prennent un peu plus enfin, pas mal plus de moyens. Il y a aussi de l'analyse contrefactuelle, je ne vais pas forcément aller très en détail. Une autre manière un peu plus simple de faire une pratique causale, c'est de faire une analyse pré-post ou ex post, c'est-à-dire de collecter des informations au début ou avant une intervention, un accompagnement, avant que quelqu'un devienne bénéficiaire de notre activité, et puis de le faire soit à la fin, soit à mi-temps et à la fin, enfin voilà, en tout cas à plusieurs reprises, pour pouvoir comparer l'avant et l'après, pour pouvoir en tirer une attribution à notre activité. Et la dernière famille des méthodes, c'est la famille des méthodes monétisées ou de monétarisation. Les deux termes sont utilisés. Et c'est la famille où on va chercher à comprendre la valeur économique générée par notre action. Donc, on va traduire un peu nos impacts en termes économiques. Et ça, c'est des fameuses méthodes de SROI, donc Social Return on Investment, où on va regarder une valeur économique sociale générée. On peut regarder l'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire pour un tel coût, qu'est-ce qui est généré comme bénéfice par une activité. Le coût évité, c'est-à-dire grâce à mon intervention, mon partenaire financeur, notamment public, a pu éviter tel ou tel coût par ailleurs. Et la compatibilité multicapitaux qui est un peu plus complexe, où on va regarder à la fois la valeur économique générée, la valeur sociale générée et la valeur environnementale ou en tout cas de restauration des ressources naturelles. On va regarder ressources naturelles, humaines et économiques. C'est plus simple de dire ça comme ça. Donc voilà, vous avez un peu le panorama des différents outils et grandes catégories de méthodes qui existent. On va vraiment se concentrer aujourd'hui sur les deux premières parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment ces deux familles-là qui sont surtout mobilisées dans notre secteur et les deux autres familles, on ne va pas forcément aborder en détail plus que ce qu'on vient de le faire aujourd'hui. Si vous avez plus de questions sur ces méthodes-là, il y a bien sûr des ressources disponibles sur le site Lavise ou de nos partenaires où vous pouvez avoir plus d'informations, mais ce sont surtout des méthodologies qui nécessitent souvent une prestation ou un accompagnement externe. Donc, pour les objectifs de notre formation, ça ne correspond pas aux objectifs de notre formation, qui est de vous mettre, vous, en mesure de faire votre évaluation en interne. Donc, voilà, on va vraiment faire avec ces deux choses-là. Euh, je pense que j'ai tout dit sur les méthodes. Peut-être que je peux m'arrêter là pour parler plus en détail de ces méthodologies-là dans les deux premières familles. Effectivement, j'ai rapidement dit que l'entretien, lorsqu'on parle d'entretien, on parle vraiment d'entretien dans un sens plus sociologique. Un entretien, souvent on parle ici d'entretien semi-directif ou semi-structuré. Vous avez peut-être déjà entendu ces termes-là. C'est un entretien où on va avoir, ça va être semi-directif, c'est-à-dire ça va être relativement ouvert. C'est un entretien où on va poser peut-être 5 questions pendant 1 heure et demie. Où on va peut-être prendre 1 heure, voilà, 1 heure pour avoir 10 questions. En tout cas, ça va être des questions relativement ouvertes. Donc, ce n'est pas des questions oui ou non. C'est vraiment des questions un peu plus ouvertes, justement pour voir dans quelle direction les choses évoluent et de pouvoir avoir un peu plus d'ignorance, de subjectivité, etc. dans les échanges avec des personnes. L'objectif, c'est de pouvoir explorer avec les personnes interviewées, d'explorer avec eux le pourquoi et le comment de vos changements, de vos impacts ciblés. Euh,
Voilà. Là, peut-être ce que je peux préciser sur l'entretien, c'est que donc il y a des outils. On va voir ça en détail avant de faire l'entretien. On fait quelque chose qui s'appelle un guide d'entretien. Donc il y a des outils à préparer, bien sûr, pour chacune de ces méthodes-là. Euh, Ce qu'il faut savoir pour l'entretien, c'est que ça se prépare. Ça se distingue d'autres types d'auditions, d'échanges, de réunions, d'ateliers que vous pouvez avoir avec vos bénéficiaires, avec vos équipes internes, etc. C'est vraiment un type d'échange à part qui mérite d'être préparé, réfléchi en tant que tel, comme quelque chose un peu à part. Et aussi de réfléchir à qui et comment vous allez animer un entretien pour ne pas trop guider la personne interviewée vers enfin, de ne pas trop guider ou biaiser votre échange dans la direction de votre hypothèse ou vos valeurs cibles, etc. Et donc de réfléchir à la mise en place de cet entretien en fonction de ça. Un focus group, qu'est-ce que c'est? C'est le même principe qu'un entretien, sauf que c'est fait avec plusieurs personnes en même temps. Donc, au lieu de faire avec un intervieweur et un interviewé, il y a un animateur ou intervieweur et plusieurs interviewés qui font partie d'un focus group. Ça peut être 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Il ne faut pas avoir trop de monde pour que l'animation devienne compliquée ou pour que il y a des personnes qui répondent pas trop, interagissent pas trop. Souvent, quand on fait un focus group, c'est parce que les personnes, les participants, appartiennent à une même catégorie de personnes. Ça peut être une catégorie démographique ou une cohorte, par exemple, de salariés en insertion qui ont commencé en même temps ou bénéficiaires qui ont commencé à participer aux mêmes ateliers tout pendant un temps. Enfin voilà, ça peut être une cohorte ensemble etc. Donc, il y a plusieurs manières de les structurer, mais normalement, on fait un focus group parce que c'est des personnes qui peuvent avoir, pas tout à fait bien sûr la même expérience, mais qui peuvent avoir des expériences similaires, représenter un groupe similaire. Et l'objectif, ça va être le même qu'un entretien, mais avec plusieurs, mais aussi ça peut être soit on le fait à plusieurs parce que c'est efficace ou parce que ça permet de peut-être faciliter la parole pour certains puisqu'ils sont avec leur père. Ça peut être le cas avec en fonction de la typologie de personnes ou la relation qu'on a avec ces personnes-là. Ça peut être plus simple de faciliter la parole s'ils sont à plusieurs. Ça peut être aussi de pouvoir observer les interactions entre ces personnes-là, de comprendre les dynamiques de groupe entre eux parce qu'on les observe ensemble, etc. Donc il y a plusieurs objectifs qui peuvent mener au choix de focus group versus entretien ou de les combiner, bien sûr, peut-être de voir les mêmes personnes en individuel en entretien et aussi de les voir en focus group aussi ensemble. Par exemple, de voir les différences, voir comment ça se passe. On peut animer le focus group donc soi-même en tant qu'évaluateur, évaluatrice. On peut aussi décider d'avoir un des membres du groupe animer le focus group avec son appui. Par exemple, ça peut être dans le cas de figure où on a des participants au focus group pour lesquels le français n'est pas la langue maternelle et c'est plus simple et plus confortable que ce soit un père qui anime le focus group parce que c'est dans la même langue où il y a les mêmes codes ou parce qu'il y a quelqu'un qui est une figure de confiance. Et donc, les autres vont faire peut-être plus confiance à cette personne que à vous. Enfin voilà, ça peut être aussi un choix pour le focus group. Le prochain outil, c'est l'observation. Là, je vais pas prendre beaucoup de temps pour en parler parce que c'est un peu plus complexe et parce en réalité, on utilise un peu moins dans nos pratiques, dans notre secteur. Mais c'est effectivement, on va faire des observations un peu ethnographiques où on va regarder dans une situation naturelle, entre guillemets, lors d'un accompagnement, d'un atelier, d'une séance de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se déroule, quelles sont les interactions, les ressentis, le langage corporel, etc. On va observer un peu tous ces aspects un peu plus peut-être nuancés ou qui ont besoin d'être vus in situ, c'est-à-dire dans la situation réelle. Et comme ça complète aussi ce qu'on voit comme déclaré par les personnes par ailleurs.
L'étude de cas, c'est un autre outil qui est peut-être un peu moins employé parce que c'est un peu plus long, mais c'est là où on va essayer d'illustrer un trajectoire d'une personne, illustrer un peu leur parcours de vie pendant le temps d'accompagnement peut-être, ou après, ou enfin voilà. Mais on va observer et collecter des informations à plusieurs reprises et illustrer un peu le trajectoire de vie de quelqu'un qui suit un programme ou un accompagnement, etc. Ça, ce serait donc une étude de cas. Ça peut être un peu plus lent, mais ça peut être intéressant pour avoir encore plus voilà, de nuances, d'expériences vécues euh, au long terme. Dans la famille des méthodes quantitatives, il y a deux grands outils, sondage et questionnaire, qui sont similaires. On les distingue, on peut les mettre ensemble aussi, mais on les distingue dans le sens où un sondage, ça va être souvent un peu plus rapide, un peu plus court, et une questionnaire ou une étude va être un peu plus longue. Mais voilà, le principe, c'est le même. Là, on va poser des questions qui sont un peu plus directives, donc un peu plus fermées vis-à-vis de notre entretien, qui sont des méthodes, enfin des questions plus semi-directives. Là, ça va être plus des questions choix multiples, oui ou non, échelle de 1 à 5, ou peut-être une réponse ouverte mais courte. Enfin voilà, donc ça va être un peu plus directive. Et on va déployer ça dans un questionnaire ou un sondage. Enfin, quelle est un peu la différence aussi? Enfin, il y a la différence en termes de la nature des questions qu'on peut poser un entretien au focus group, qui sont, comme j'ai dit, plus ouverts, un peu plus, qui peuvent aller dans plusieurs directions, alors qu'un sondage, un questionnaire va être plus ciblé. Mais il y a aussi le fait que souvent un sondage, un questionnaire, ça vise plus de monde, donc ça peut présenter une échantillon plus large. Puisque bien sûr, avec un questionnaire, on peut toucher 100 personnes, 300 personnes. Faire 300 entretiens, c'est beaucoup plus complexe, laborieux, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, donc ça ne touche pas non plus la même échantillon dans les deux cas. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de les combiner et de compléter ces outils les uns par les autres. Le questionnaire ou le sondage peuvent être administrés à distance, par mail ou par, je ne sais pas, une publicité qui est mise sur votre site, etc. Donc il y a plein de manières, mais ça peut être administré à distance, donc il y a des outils qui sont tout à fait gratuits, accessibles comme Google Form ou etc. Ou d'autres qui sont des logiciels qui sont faits pour ce type d'études qui sont un peu plus élaborés. Ça dépend de vos moyens, de vos objectifs. Mais voilà, on peut le distribuer à distance, mais on peut aussi administrer une questionnaire en présentiel avec une personne lors d'un échange, lors d'un accompagnement. Enfin voilà, ça peut être aussi intéressant de profiter des moments d'accompagnement ou d'animation de vos programmes pour administrer des questionnaires en temps réel avec des personnes. Ça peut garantir qu'on a des réponses parce que voilà, on a la personne en face. Si c'est des personnes qui maîtrisent moins bien la langue française ou qui n'ont pas accès à certaines technologies ou etc. Ou on fait un type d'intervention où je ne sais pas, on fait des animations en espace public et on touche quelqu'un une fois, deux fois, mais après on n'a pas forcément manière de les suivre à distance. On peut administrer le questionnaire via un code QR à la sortie de l'atelier, direct ou par papier, directement après. Comme ça, on est sûr d'avoir des réponses parce que la personne est encore là. Enfin voilà, il y a plein de manières de déployer ces choses-là pour essayer d'avoir le plus de réponses que possible. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit sur ça. Oui, voilà, je pense que j'ai tout dit sur ça et je vois qu'on le temps avance, donc je vais passer à la suite. Mais voilà, vous avez une idée, une meilleure idée, je pense, de quelles sont ces méthodes de collecte de données d'impact et comment ça se déploie. Donc, maintenant qu'on a vu ces méthodes-là, comment on les choisit? Et comment et pourquoi on choisit une méthode ou un autre. Donc, comme j'ai dit, ça va être déterminé par la nature de vos indicateurs, mais ça va être aussi, bien sûr, défini par la finalité de votre démarche, puisque avoir la finalité, par exemple, de suivre
de suivre certains indicateurs au fil de l'eau pour monitorer son activité, on va pas avoir les mêmes pratiques que si on veut prouver l'attribution. Voilà. Donc, pour la finalité suivre, on peut imaginer des tableaux de bord un peu classiques. Il y a beaucoup de structures qui ont déjà souvent ces méthodes-là, ou ces outils-là mis en place. Ça peut être une étude quantitative, c'est-à-dire un peu plus rapide, des sondages, des bilans, des enquêtes de satisfaction, etc., qui se font au fil de l'eau ou à des moments propices en fin d'année ou à la fin d'une programmation, ou etc. Ça peut être ce type d'outils un peu ponctuels. Pour la finalité comprendre, on peut imaginer peut-être plutôt une étude quantique-Ali où on va combiner peut-être quelques entretiens et un focus group avec aussi donc un questionnaire qui va aller un peu plus loin. Et grâce notamment à la combinaison de ces différents types d'outils, on va pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe comme changement et pourquoi. Parce que avec la finalité suivre, on a plus du mal à comprendre le pourquoi ou le comment. Et avec cette finalité-là, comprendre, on peut avoir un peu plus de ça. Avec la finalité valorisée, donc c'est là où effectivement on va plus être sur la famille des méthodes monétarisées ou de monétarisation. Donc, de SROI, de coût-évité, analyse coût-bénéfice, etc. C'est là où on va vraiment chercher la valeur économique générée par nos actions. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué que la finalité valorisée, derrière valoriser, on met surtout cette idée de valeur économique. Pour la finalité prouvée, comme j'ai dit, prouver, quand on parle de prouver une attribution, on parle plus de la causalité. Et donc, on va plutôt dans la famille de méthodes causales. Donc, ça peut être de faire quelque chose un peu plus accessible, c'est-à-dire une analyse ex ante, ex post, pré post, etc. Une étude contrefactuelle. Ça peut être aussi de faire un essai de contrôle randomisé si vous êtes en mesure de le faire, mais voilà, c'est un peu plus loin. Donc voilà, on revient à cette boussole-là parce que c'est assez utile non seulement pour réfléchir à sa question évaluative, mais maintenant aussi pour décliner en choix de méthode. Et c'est pour ça, voilà, qu'on vraiment on insiste sur de bien mener sa démarche d'évaluation étape par étape, de bien faire la phase de cadrage, etc. Parce que en principe, si vous avez bien pouvoir identifier, si vous avez bien pu identifier la finalité de votre démarche, il va être beaucoup plus simple de ensuite identifier les méthodes que vous voulez mettre en place, puisque vous avez déjà eu ces échanges et ces priorisations, voilà, dans une première phase. Euh, Si on revient du coup, peut-être que je me permets parce que ça va être pertinent pour la suite. Si on revient à notre fameux exemple de jeune dans la vie, notre exemple fictif, vu qu'on a identifié la finalité comprendre et notre question évaluative relève de cette finalité-là, on va être plutôt sur une étude quantique-Ali avec entretien, sondage, etc. Voilà, donc là j'avance puisque je suis un peu en retard et je veux bien pouvoir essayer de répondre à quelques questions. Donc la dernière activité, c'est maintenant de vraiment mettre en place la collecte de données, de passer à la collecte maintenant qu'on a posé tout le cadre de la phase de collecte. Comment on va maintenant collecter les données? C'est bien sûr une activité qui inclut des aspects un peu plus techniques que les autres, mais il y a aussi, et ça c'est vrai que ça peut être sous-estimé, ce n'est pas uniquement une phase technique ou qui relève des questions techniques, mais aussi organisationnelle, opérationnelle, humaine. Parce que c'est une pratique, la collecte de données, c'est quand même une pratique humaine au final, qui nécessite des outils, des ressources, des personnes, des temps d'échange, etc. Une formation, enfin voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui nécessite un peu de planification de décision un peu opérationnelle. Je vais dire un mot sur les données. Parce que là, on a parlé d'indicateurs, on a un peu moins parlé de données, et donc il est peut-être un peu évident, mais il est quand même intéressant, encore une fois, de se reposer sur les définitions communes des différents termes. Donc, il y a différentes natures de données.
on a l'habitude, donc là j'ai déjà parlé de la différence entre les données qualitatives et les données quantitatives. Donc données qualitatives, encore une fois, c'est tout ce qui est données textuelles. Ça, c'est-à-dire, c'est les témoignages, c'est les verbatims d'entretien, ça peut être une analyse discursive, c'est-à-dire une analyse du langage qui est utilisé, le nombre de fois que certains mots sont utilisés, etc. C'est tout ce qui est textuel, qui n'est pas en chiffres. Pourquoi souvent, enfin voilà, ce que je vais vous dire, ça va être un peu binaire et ça peut être un peu plus complexe ou débattu dans le monde scientifique, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que les données qualitatives nous permettent de voir et de comprendre, d'analyser? C'est souvent un peu plus de subtilité ou de complexité par rapport à l'expérience humaine, l'expérience vécue, les dynamiques entre les personnes, peut-être des aspects un peu plus psychologiques ou voilà d'introspection un peu. Souvent là, puisqu'on a des données textuelles et des données qui relèvent des entretiens, des focus group, etc., on va mieux pouvoir comprendre ça et donc de comprendre un peu plus en subtilité le comment, le pourquoi des choses. De l'autre côté, les données quantitatives, ça va être donc des données chiffrées, c'est-à-dire des nombres, des pourcentages, la part de, etc. C'est ça qu'on va regarder auprès des sondages, des questionnaires, même si on peut faire des questionnaires qui sont entièrement qualitatifs, mais ça, c'est assez rare. Et souvent, ce qu'on dit sur les données quanti-quali comme ça, c'est que les données quantitatives vont nous donner une ordre de grandeur de quelque chose. Ça va nous montrer des tendances, des patterns, des directions que prennent des choses. Et les données qualitatives vont apporter justement de la nuance, de l'explication, plus de détails sur le comment. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment deux types de données et d'outils qui sont complémentaires et qui permettent de donner, enfin oui, qui se permettent de se compléter, de voir différents aspects des mêmes phénomènes, etc. Euh, donc souvent il y a plusieurs manières de déployer tout ça, mais souvent on peut se dire que les méthodes ou les données quantitatives vont permettre de vérifier des hypothèses et les méthodes qualitatives vont permettre de comprendre le pourquoi ou voilà, le pourquoi ou le comment de ces hypothèses-là. Donc voilà, si je peux dire ça un peu plus simplement comme ça. Euh, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut peut-être élaborer des hypothèses à partir d'une méthode qualitative. On va faire 5 entretiens pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe, élaborer des hypothèses à partir de ces échanges en profondeur et ensuite d'aller vérifier les hypothèses et tester la grandeur des hypothèses avec avec une méthode quantitative. Donc ça peut être aussi fait à l'inverse. Ça peut dépendre vraiment des situations, des besoins et aussi de la maîtrise déjà un peu des sujets que vous pouvez avoir. On peut donc, ça c'est les types de données en termes de quanticali, mais on peut aussi distinguer entre les types de données objectives, subjectives et intersubjectives. Une donnée objective, c'est ce qu'on considère comme factuel. Donc, ça peut être une donnée, par exemple, de nombre de participants, taux de sortie positive, déclaration de confiance en soi, etc. Ou le scoring sur une échelle, création d'emplois, enfin voilà. Tout ce qui peut être des données un peu plus objectives. Les données subjectives, ça va être plutôt la perception, le ressenti, les attitudes des personnes. Et souvent donc qu'on va chercher dans le qualitatif, mais pas uniquement, on peut aussi le chercher dans le quantitatif. Les données intersubjectives, ça va un peu plus loin. C'est là où on va aller demander à une personne de donner son avis sur une autre personne. Donc là, par exemple, dans les indicateurs que nous avons vus sur notre tableau d'indicateurs, il y avait un indicateur où c'était la part des accompagnateurs qui estiment que les jeunes accompagnés ont davantage d'estime en soi. Ça, ce serait une donnée intersubjective, par exemple, parce qu'on demande à une personne ce que eux ils ressentent ou ils constatent chez un autre. Et c'est souvent quelque chose dans l'étude d'impact qu'on peut regarder d'un accompagnateur ou une équipe interne ou voilà un professionnel
ou un membre de famille, d'entourage, de ce qu'il observe chez le bénéficiaire ou la personne touchée par l'activité. Voilà, donc maintenant qu'on a on a vu qu'est-ce que c'est que les données, qu'est-ce que c'est que les indicateurs, on a identifié nos indicateurs, on a identifié nos méthodes. Là, on va passer à la collecte concrètement. Donc, comment on commence cette activité-là? On vous conseille de faire ce qu'on appelle un plan de mesure qui peut être plus ou moins élaboré, plus ou moins complexe en fonction de vos besoins et du temps qui vous est disponible. Mais ce que je vous ai déjà montré, c'est quelque chose un outil qui ressemble un peu à ça, où on va donc resituer la question évaluative, on va resituer donc la liste de enfin, les faits qu'on a choisis à évaluer, qui donc dans notre question évaluative, donc par exemple la confiance en soi. On va lister les indicateurs, donc les informations qui nous permettent d'évaluer les faits choisis et de répondre à la question évaluative. Et ensuite, pour chaque indicateur, donc pour chaque ligne violette, on va aller identifier le qui, quand, quoi et avec quoi de cet indicateur pour établir notre plan de mesure. Et ça, c'est vraiment un outil enfin, c'est un outil bien sûr, qui mène à une meilleure qualité de collecte de données et de s'assurer que vous collectez la bonne donnée auprès de la bonne personne, etc. Mais c'est aussi un outil qui est assez opérationnel et qui vous permet de vraiment réfléchir et mettre en place cet aspect organisationnel humain de la collecte de données. Bien sûr, pour cet aspect, enfin, sur tout ce qui est les questions à droite, c'est-à-dire les questions plus opérationnelles, il est bien sûr important de les dimensionner en fonction des moyens et des ressources dont vous disposez, et aussi en termes du calendrier global du projet, et des objectifs qui sont derrière. Mais là, on va parler de ça, aussi un peu plus après. Donc, à quoi ça peut ressembler? Donc, un exemple avec Jeunes dans la ville. On a notre question évaluative qu'on connaît bien maintenant, la question autour de l'estime en soi. On a donc notre effet choisi, c'est bien sûr l'estime en soi. Et ça, on vous a juste fait l'exemple pour un indicateur. Donc, si on repart d'un indicateur qui était dans notre tableau, c'est la part des jeunes qui estiment, qui déclarent avoir davantage confiance dans leur projet personnel. Pour cet indicateur-là, auprès de qui on va le collecter, quelle partie prenante sur notre cartographie des parties prenantes, auprès de qui on va collecter cette information, bah, ça va être les jeunes bénéficiaires, de manière un peu logique. Quand est-ce qu'on va le faire? On va le faire en octobre parce que c'est un moment où c'est la rentrée scolaire et donc on a beaucoup de jeunes qui commencent leur accompagnement à ce moment-là ou qui en finissent. Enfin voilà, j'imagine un peu le scénario, mais en tout cas en fonction du calendrier global du projet, mais aussi le calendrier de la démarche d'évaluation, à quel moment on va le faire? Donc on identifie, on va le faire en octobre. Quel type de données c'est? Bah, c'est une donnée quantitative parce que ça va être la part des jeunes, donc ça va être un chiffre, et c'est une donnée, oups, pardon, c'est une donnée subjective. C'est voilà, on va chercher le ressenti des jeunes par rapport à leur propre situation. Et avec quel outil on va chercher cette information-là? On va collecter cette donnée-là, on va la faire avec un questionnaire et on va faire cette questionnaire en présentiel lors d'un entretien d'accompagnement classique des jeunes. Voilà, donc pour chaque indicateur, ça vous permet de vraiment faire ce plan-là. Et il est très intéressant de quand même prendre le temps de poser ce plan-là, même si ça peut être bien sûr évolutif parce que le calendrier peut bouger, enfin voilà, etc. Bien sûr, il y a une part d'imprévu qui peut être dedans comme n'importe quel projet, mais il est intéressant de se projeter dans tout ça pour faciliter le passage à la collecte, mais aussi pour bien, comme pour n'importe quelle autre question de gestion de projet, pour bien structurer vos pratiques. Donc, si, par exemple, ça, ce que je viens de vous montrer, c'est pour un seul indicateur, si on met tous ensemble avec tous nos indicateurs, ça peut ressembler à un tableau comme ça. Ça peut être fait dans plein d'autres formats différents, mais voilà, on vous montre en format tableau, où chaque indicateur
Donc, tout à gauche, dans la colonne à gauche, chaque indicateur, on aurait identifié auprès de qui on va collecter cet indicateur-là, à quel type de données ça correspond, avec quel outil on va le collecter et à quel moment du calendrier on va le collecter et qui va collecter l'information. Qui en interne, peut-être que vous avez plusieurs personnes qui participent à la collecte, etc. Qui va le faire? Donc là, on repart des mêmes indicateurs qu'on a vus juste avant. Mais ce que je vais pas refaire en détail parce que c'est vraiment juste à titre de vous donner un exemple. Mais ce que je veux vous pointer peut-être, c'est que, comme vous voyez, un indicateur peut correspondre à plusieurs outils de collecte. Et un outil de collecte peut correspondre à plusieurs indicateurs. Effectivement, il n'est pas un indicateur égal un outil parce que sinon vous allez finir, vous pouvez finir avec une dizaine d'outils de collecte. Bien sûr, un outil, avec un outil, vous allez investiguer plusieurs indicateurs et un indicateur peut être analysé via plusieurs prismes, c'est-à-dire via plusieurs outils de collecte. Donc là, justement, ce qui est intéressant avec cet outil-là, enfin oui, ce type de tableau, c'est que on peut bien plus facilement ensuite, par exemple, créer notre questionnaire. Parce que on aurait vu avec donc toutes les catégories qui sont vert bleu là, que ok, pour notre questionnaire, il faut absolument qu'on a quelques questions sur comment les jeunes évaluent leur estime en soi et des questions aussi sur les interactions sociales qu'ils ont les jeunes, etc. Donc, on va avoir dans notre questionnaire plusieurs types enfin voilà, on va chercher plusieurs indicateurs et ça va faciliter ensuite donc la déclinaison, enfin l'élaboration de notre questionnaire. Pareil pour les entretiens et le guide d'entretien, etc., etc. Donc, vraiment avoir en tête que chaque outil peut correspondre à chaque indicateur et que un indicateur peut être peut-être là il y a des indicateurs par exemple l'échelle standardisée, l'échelle Rosenberg des Simon-Soi. On n'a peut-être pas besoin de le faire à plusieurs reprises, mais il y a d'autres indicateurs où c'est intéressant de regarder par plusieurs outils parce que un outil, par exemple, un entretien individuel versus un entretien collectif, ça va pas me donner exactement le même aspect de cet indicateur-là. Voilà, donc tout ça, rentre dans votre outil et ce serait plus facile de consolider les 2, 3, 4 outils de collecte que vous allez utiliser. Les bonnes pratiques pour cette étape-là, c'est de co-construire vos indicateurs et co-identifier les outils, les méthodes et le calendrier de la démarche d'évaluation avec l'ensemble de vos équipes ou les personnes qui sont impliquées dans la collecte, mais aussi peut-être avec les bénéficiaires. Vous pouvez associer quelques bénéficiaires dans la phase justement de test d'indicateurs, etc pour s'assurer que vous avez bien ciblé, bien formulé les choses, etc. Vous pouvez bien sûr si voilà, si ça va être par exemple des accompagnateurs qui vont mener les entretiens, donc de bien élaborer cet outil-là avec eux, etc. Avec les personnes qui vont être impliquées. Une autre bonne pratique, ce serait de peut-être réfléchir aux composants quantitatifs et qualitatifs pour des différents indicateurs, s'assurer que est-ce que si j'ai identifié pour un indicateur, j'ai identifié que ce serait plutôt une donnée quantitative, est-ce que cette chiffre-là va vraiment me permettre de répondre à la question? Est-ce que j'ai plutôt besoin d'aller regarder du qualitatif parce que c'est plutôt nuancé ou c'est quelque chose que j'ai besoin de creuser dans la perception des gens, etc. De bien s'assurer que vous avez bien choisi le quantitatif versus le qualitatif pour une bonne raison, enfin qu'il y a une logique derrière et qu'est-ce que ça va permettre de faire par la suite. À savoir que c'est un processus qui est itératif et qui se fait sur un temps long. Donc, bien sûr, vous pouvez affiner, reformuler des indicateurs après une phase test ou exploratoire ou après des échanges avec des parties plantes, etc. Euh, voilà, autre bonne pratique, c'est peut-être de partager les avancées
de la démarche d'évaluation auprès des équipes et d'impliquer les parties prenantes dans le processus, ce que j'ai peut-être déjà dit. Euh, pour la, pour tout ce qui est calendrier et déploiement, notamment de vos outils-là, de bien remettre tout ça en contexte avec les enjeux prioritaires de l'évaluation. La mission sociale ou la philosophie du programme évalué, c'est-à-dire voilà pourquoi on existe, pourquoi quel impact on souhaite avoir, est-ce que cette information correspond à ça? Mais bien sûr aussi de la culture organisationnelle de votre projet. Voilà, est-ce que vous avez une culture organisationnelle qui permet de mettre ça en place de manière réaliste avec les objectifs et le calendrier prévu, etc. Bien sûr, comme d'habitude, de ne pas repartir du zéro, c'est-à-dire de regarder tout ça à partir des données qui existent, les pratiques qui existent, c'est-à-dire que vous avez déjà des moments d'ateliers collectifs et donc de transformer ça en focus group, c'est plus simple que de créer un autre moment, etc. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois vraiment l'heure qui tourne. Je voulais vous partager quand même quelques bonnes pratiques pour l'entretien et pour le questionnaire, parce que ce sont quand même deux outils qui sont des outils un peu phares de l'étude d'impact et qui sont les plus employés dans notre secteur. Donc, comment mener un entretien, comment bien mener un entretien? Comme je vous ai dit, il est question de mettre en place un outil qui s'appelle un guide d'entretien. Le guide d'entretien, ça va être vos questions que vous allez poser dans votre entretien. Et ça peut être des questions que vous formulez d'une manière différente d'un entretien à un autre. Ça peut être des questions que vous mettez dans un ordre différent d'un entretien à un autre. Ça, c'est pas très grave, mais c'est les questions qui correspondent aux thématiques et aux indicateurs que vous voulez chercher à investiguer dans vos échanges. Donc, c'est là où vous pouvez un peu formuler les hypothèses d'une manière un peu indirecte et aller en profondeur pendant les échanges pour aller les regarder. Il suffit déjà, avant de faire votre guide d'entretien, de poser les hypothèses et ce que vous cherchez à mesurer et comment. Essayez bien sûr dans la formulation de vos questions d'éviter de biais de confirmation. Est-ce que vous avez formulé les questions pour mener des personnes à une certaine réponse? Est-ce que vous partagez indirectement ou sans faire exprès, est-ce que vous partagez votre opinion dans la manière que vous avez posé la question? Est-ce que vous mettez des mots qui font comprendre que, etc. Enfin, d'essayer de déconstruire un peu les questions pour éviter du biais. Vous pouvez structurer votre guide en plusieurs thématiques clés complémentaires. C'est-à-dire que j'ai trois thématiques que je vais regarder et donc j'ai trois questions, j'ai 6 questions avec 2 questions qui correspondent à chaque thématique, etc. Bien sûr, laissez de la place dans vos entretiens aux relances. Peut-être que quelqu'un dit quelque chose de très intéressant et au lieu de passer à la prochaine question, il est important de creuser un peu plus. Donc, n'hésitez pas de relancer. Ah, quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Est-ce que vous ressentez ça comme ça, etc. Vous laissez le temps de faire des relances et reformuler les choses pour s'assurer que vous avez bien compris ce que la personne voulait dire. Vous avez peut-être pas les mêmes vocabulaires autour du sujet ou etc. On vous conseille de tester les questions en amont. Donc, c'est là la fameuse phase d'exploratoire ou de test où ça peut être de faire 1, 2 entretiens exploratoires, s'assurer que les questions marchent bien, qu'elles sont compréhensibles, qu'il y a des réponses intéressantes que vous pouvez avoir, etc. Bien sûr, prendre des notes ou enregistrer vos entretiens si vous avez le consentement de la personne. Il faut bien sûr demander à quelqu'un avant d'enregistrer, mais ça peut faciliter la transcription, la prise de notes ensuite. Vous pouvez prévoir des icebreakers, c'est-à-dire un temps pour mettre la personne à l'aise au début d'un entretien et s'assurer que vous avez le temps de bien dérouler les choses. Les bonnes pratiques pour construire son questionnaire. C'est de s'assurer que on pose là, si on a plusieurs typologies de personnes qui peuvent être touchées par notre questionnaire, peut-être qu'on regarde à la fois des bénéficiaires et à la fois nos équipes internes. Ça peut être le cas dans des études d'impact.
de bien s'assurer que vous avez des questions qui correspondent à chaque cible et peut-être vous avez deux parcours différents en fonction de la réponse à une question. Ça va diriger la personne vers d'autres questions parce que c'est un accompagnateur, une équipe, membre d'équipe ou un bénéficiaire, etc. Donc de penser un peu à ça. Bien penser à la formulation de ces questions et bien sûr de ces hypothèses à la base. Formuler des questions en fonction du cible. Et là, ça peut être par exemple de penser est-ce que le langage que j'emploie dans mon questionnaire, c'est mon langage à moi, ou est-ce que ça correspond bien au langage qui soit compréhensible et utilisé par la personne? De réfléchir au FALC, donc ça c'est le facile à lire et à comprendre, c'est de faciliter le langage qui est employé. Et ça c'est notamment le cas si les personnes qui vont être interrogées sont d'une catégorie dite fragile ou vulnérable, c'est-à-dire peut-être que si vous faites des entretiens, enfin pardon, si vous employez votre questionnaire auprès d'une public de personnes en situation de handicap ou des enfants ou des personnes âgées ou voilà en situation de santé fragile ou etc., de bien réfléchir à utiliser un vocabulaire qui soit accessible à eux et de tester ça auprès d'eux, de s'assurer que ça fonctionne bien, ou même de le mettre en format visuel et pas en langage. Enfin voilà, il y a plein de bonnes pratiques de FALC qu'on peut aussi intégrer. Si vous avez un grand échantillon, c'est-à-dire vous êtes à plus de 500, 1000, etc. personnes, de bien réfléchir aux questions qui sont les plus fermées parce que sinon, pour la phase d'analyse, ça va être très compliqué de faire une analyse avec autant de réponses. Voilà, tester les questions, ça on a déjà dit. Prévoir un plan de diffusion, c'est-à-dire peut-être que si vous n'avez pas assez de réponses, vous avez des relances, vous demandez à des personnes de relayer le questionnaire, vous demandez à vos accompagnateurs, à vos bénévoles, etc., de relayer le questionnaire parce que c'est plus simple, etc. J'avance parce que je suis vraiment en retard. Ce que je voulais quand même vous partager des quelques ressources. Euh, alors, je vous ai déjà parlé de ces outils qui s'appellent des référentiels d'indicateurs. Dans la pratique d'évaluation d'impact, il existe un certain nombre de référentiels d'indicateurs. Donc, ce sont des listes d'indicateurs types qui correspondent à une certaine catégorie d'impact, à certains secteurs, à certaines populations, etc., etc. Ces référentiels peuvent être très utiles pour inspirer votre choix d'indicateur donc dans notre première activité de cette phase. Ce qui est important de savoir, c'est que les référentiels d'indicateurs, euh, ça sert d'inspiration, mais ça ne peut pas remplacer votre temps de choix d'indicateur. Il faut quand même que vous décidez des indicateurs qui sont les plus utiles et pertinents pour votre projet, pour votre démarche d'évaluation, pour votre question évaluative, etc. Les référentiels, par contre, vous donnent des idées, des inspirations. Ce n'est pas à copier-coller, mais c'est vraiment à titre d'inspiration. Donc, il existe un certain nombre de référentiels d'indicateurs d'impact et il y a de plus en plus qui sortent et qui sont publiés. Il y a deux types, de manière générale, il y a deux types de référentiels qui existent. Il y a des référentiels dits généralistes. Et ça, ce sont des indicateurs qui peuvent être proposés sur des enjeux, des thématiques assez larges, qui sont partagés par des projets de tout type, etc. Et il y a aussi des référentiels sectoriels ou thématiques qui sont vraiment relatifs à un certain secteur d'activité, aux projets qui travaillent vraiment sur la même thématique, aux besoins sociaux, etc. Euh, pour la première catégorie de référentiels généralistes, vous connaissez sans doute les objectifs de développement durable, les ODD. Donc les ODD, ça donne vraiment des objectifs bien sûr, mais aussi ça propose des indicateurs de suivi d'atteinte de ces objectifs de développement durable qui sont standardisés ou généralistes dans le sens où c'est partagé à une échelle internationale, à une échelle de plusieurs types de secteurs, de projets, etc. Donc c'est intéressant dans le sens où ça propose un cadre de référence assez large et plus ou moins universel. Il y a une proposition d'indicateurs de suivi
qui existe pour chacun des 17 ODD et de comment on peut suivre donc sa contribution à ces objectifs. Pour l'ESS, enfin plus spécifiquement en France et plus spécifiquement dans l'ESS, il y a l'UDES qui a créé une plateforme qui s'appelle Valores ou Valeur ESS en fonction de comment on le lit. Et ça, c'est une plateforme qui est complètement gratuite et qui est accessible. On va vous partager les liens dans le chat et par mail par la suite. Mais c'est une plateforme qui propose des indicateurs pareil généralistes qui correspondent à plusieurs catégories d'impact, un peu classiques à l'ESS, que vous pouvez accéder en ligne et qui donc vous propose des exemples d'indicateurs, des exemples de valeurs cibles et des exemples d'outils de collecte qui permettraient d'investiguer chacun. Et il y a aussi un guide disponible sur leur site, disponible et gratuit sur leur site, qui vous explique comment regarder chacun de ces indicateurs-là. Donc voilà pour les référentiels généralistes, ce qu'on peut vous proposer. Ensuite, pour les référentiels sectoriels ou thématiques, là, on vous a préparé une petite liste, mais il y en a certainement d'autres. Mais là, quelques référentiels qu'on peut vous partager. Il y a aussi un article sur le site Labise qui reprend tous ces référentiels sectoriels que je vais vous partager le lien juste par la suite. Mais sachez que tout ça, c'est aussi disponible sur une page de notre site. Sur la thématique de l'accompagnement, comment évaluer l'accompagnement des projets, donc spécifiquement l'accompagnement, par exemple, par un incubateur, par le dispositif local d'accompagnement, le DLA, ou un autre type d'accompagnateur ESS un peu classique. Ça peut être consultant aussi. Il y a un outil qui était développé par l'ESSEC et le KIF que la VISE a financé en tant qu'organisme intermédiaire du Fonds social européen, qui s'appelle Criterium et qui vient de sortir il y a 6 mois, je pense, et qui est un outil open source, pareil, et qui est accompagné par un guide et qui permet d'évaluer l'impact de l'accompagnement sur des projets. Ensuite, je vais pas avoir le temps de tout lire, mais voilà, vous voyez qu'il y a des référentiels qui correspondent à quelques secteurs qui sont un peu classiques aussi dans l'ESS, l'alimentation durable, agriculture, éducation, habitat, tiers-lieux, handicap, numérique et sport. Et pareil, tous les liens envers tous ces référentiels sont disponibles sur le site Lavis. À quoi ressemble un référentiel? Juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, pour que vous ayez une idée de comment on peut utiliser un référentiel. Là, vous avez à gauche donc un référentiel numérique et à droite sur l'habitat. Et donc ça propose vraiment voilà des indicateurs. Donc là, il y a la dimension d'impact. Pour nous, c'est la catégorie ou l'effet. Donc cohésion sociale, réduction de la pauvreté. Donc vous voyez, ce sont des dimensions et des catégories assez récurrentes dans nos secteurs. Il y a des idées des suggestions d'indicateurs d'impact. Et après, comment on peut structurer un peu l'aspect partie prenante. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de créer les référentiels, mais ça vous permet de regarder, d'avoir des inspirations d'indicateurs qu'on peut avoir pour différentes catégories, de peut-être piocher ceux qui correspondent à votre activité, les reformuler légèrement, etc. Encore une fois, ce n'est pas copier-coller, mais ça vous donne des inspirations pour aller un peu plus vite sur cette étape-là. Très rapidement quand même, mais je vais aussi surtout vous partager les ressources qui permettent de répondre à cette question. Il y a beaucoup de questions qui reviennent dans cette phase-là sur comment je collecte auprès de mes bénéficiaires, parce que bien sûr, souvent, les questionnaires, les entretiens que vous allez déployer vont cibler vos bénéficiaires, parce que logiquement, vous cherchez à comprendre l'impact auprès de vos bénéficiaires.
En revanche, il n'est pas toujours simple de collecter auprès des bénéficiaires. Vous pouvez avoir difficulté à les accéder parce que vous avez plus contact, parce que je ne sais pas, vous les voyez pas de manière régulière, parce qu'il y a des difficultés technologiques ou du langage ou ils répondent pas. Ou, enfin voilà, il y a plein de difficultés qu'ils peuvent avoir. Et aussi, en fonction de la typologie de personnes, de leur situation personnelle, démographique, économique, etc. Ça peut être plus ou moins difficile aussi de collecter des données auprès d'eux. Donc, il y a plusieurs bonnes pratiques. Je vais faire assez rapidement, mais que vous allez pouvoir voir dans les documents qu'on va vous transmettre. Donc, de vérifier quand vous allez collecter auprès des bénéficiaires de viser une diversité de profils, c'est-à-dire de ne pas vous limiter aux bénéficiaires qui sont les plus disponibles ou qui sont les plus modèles, entre guillemets, ceux qui, vous savez, il y a un très fort impact, ça marche plutôt bien, etc. De ne pas uniquement, parce que c'est un biais quand même que vous introduisez dans la démarche, donc d'aller chercher l'hétérogénéité des personnes accompagnées. D'aller chercher les publics là où ils se trouvent, c'est-à-dire aller les chercher physiquement dans les lieux où ils se trouvent, mais peut-être aussi auprès des personnes de confiance, des personnes de relais, si vous avez des difficultés à contacter ou à avoir des réponses, etc., d'aller chercher leurs proches, leurs accompagnants, les professionnels des aidants, etc., qui les entourent, de les chercher là où ils se trouvent dans ce sens-là aussi. Et bien sûr, ce que j'ai déjà dit, c'est de penser à vos outils en termes de langage accessible pour vos bénéficiaires, de vous mettre à leur place et de faire ce travail un peu de vous mettre à leur place et de penser en termes du langage qui leur est accessible et d'adapter vos outils en fonction de ça. Il est bien sûr pour tout ce qui est transparence, mais aussi tout ce qui est pratique éthique de la collecte de données, quoi qu'il arrive. Il faut bien sûr obtenir le consentement des personnes à collecter leur avis et à traiter leur avis et respecter l'anonymat et la protection des données dans vos démarches. Il faut, bien sûr, ça va peut-être de soi, mais on va le dire quand même, d'adopter une posture d'empathie, d'écoute dans ce temps-là. Bien sûr, en entretien, mais même avec d'autres moments d'échange. Prendre bien le temps d'expliquer le pourquoi et le comment de l'entretien ou d'un autre outil, au lieu de commencer tout simplement à dérouler vos questions. Bien prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, quels sont vos objectifs, pourquoi vous les interrogez, de mettre des personnes à l'aise et en bonne situation de répondre à vos questions. Adaptez vos outils aux capacités des personnes. Donc c'est là, j'en ai déjà parlé du FALC, mais aussi il y a des questions de technologiques, d'avoir peut-être une technologique accessible, de penser en termes visuels et graphiques qui soient plus faciles à voir et à répondre, et aussi peut-être des supports ludiques. Parfois, si souvent, enfin en fonction de votre public aussi, peut-être imaginer ça et faire tester les outils par les bénéficiaires eux-mêmes. Donc ça, c'est assez important si vous avez bien le temps de le faire. Faire envoyer quelques questionnaires à quelques bénéficiaires d'abord qui vous donnent des retours. Oui, ça c'est clair. Oui, non, ça j'ai pas compris cette question. Là, je sais pas comment répondre, etc. De bien s'assurer que vous avez bien formulé les choses. Je termine parce qu'il nous reste 1 minute. Je termine avec les ressources utiles. Comme à chaque fois, on va vous partager des ressources qui sont utiles pour chaque phase de la démarche d'évaluation. Donc, pour la phase de mesure, les ressources qui sont utiles. Si vous avez des questions vous voulez mieux comprendre quelles sont les différentes méthodes d'évaluation que je vous ai expliquées, vous voulez mieux comprendre comment choisir les indicateurs, comment les formuler, comment organiser la démarche en interne, la collecte de données, etc. Vous avez un certain nombre de ressources à droite. On va vous partager les liens comme la dernière fois dans le mailing avec le replay. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. On va vous partager tous les liens envers ces guides, ces cahiers, ces articles-là. Si vous voulez trouver des référentiels d'indicateurs comme je vous ai présenté,
ou d'autres exemples d'indicateurs, vous pouvez regarder donc l'article du site de la VIS, l'outil Valores, les indicateurs des ODD, les référentiels d'indicateurs qui sont proposés par l'Impact Tank et un outil qui est en train d'être développé par le mouvement associatif l'F3E et la Fonda, qui s'appelle Noura et qui propose un outil d'évaluation qui sera normalement, je pense, publié en septembre. Vous pouvez déjà regarder leur site. Si vous cherchez des cas concrets, c'est-à-dire des études de cas, des exemples de rapports d'évaluation qui ont été faits, des retours d'expérience des personnes qui ont fait des démarches d'évaluation, des bonnes pratiques et tout ça, je peux vous pointer vers des études de cas qui ont été produites par la VIS. Le mur des solutions de l'impact Tank, où ils partagent donc des rapports d'études d'impact et des comptes rendus du réseau Social Value France animé par la VIS, où on partage des bonnes pratiques, des retours d'expérience des études. Voilà, je vais devoir m'arrêter là. Malheureusement, on n'a pas eu le temps pour vos questions et je suis sincèrement désolée. Il est vrai que cette phase de mesure est un peu complexe comme c'est la phase technique. Donc j'ai moins eu le temps. Je vais quand même essayer de répondre à un certain nombre de questions par document à vous transmettre par la suite. Et à savoir que notre prochaine séance qui aura lieu donc dans 2 semaines, donc le 9 juillet, on va parler donc de la dernière phase de l'évaluation, c'est la phase de capitalisation de la démarche et on va avoir moins d'outils et de questions techniques dans cette phase-là. Et donc, on va profiter d'avoir 2 témoignages, 2 personnes qui vont venir témoigner de leurs expériences d'évaluation d'impact. Donc, ça va vous permettre aussi d'avoir d'autres exemples, d'écouter d'autres personnes que moi et aussi d'avoir un peu des retours de terrain et de voir les choses dans la pratique. Je m'arrête là. Je réponds juste à une question que j'ai vue passer plusieurs fois sur la question de est-ce qu'on va partager le support. Alors, vous allez recevoir le replay de cette séance comme la dernière fois par mail avec donc toutes les ressources qu'on a partagées. Vous allez bien recevoir ça par mail par la suite. À la fin de la formation, on va vous partager des outils. Là, les outils on vous présente au fil de l'eau avec l'exemple Jeunes dans la ville. On va vous partager les outils aussi. On va partager par un lien avec ces outils-là qui vous sont disponibles. Mais on va faire ça à la fin, comme ça vous allez tout consolider, tous les outils ensemble avec les replays. Vous allez avoir donc tous ensemble. Donc voilà, on a débordé un tout petit peu. Merci énormément pour votre présence aujourd'hui, pour votre écoute. Je sais qu'il n'est pas forcément très facile d'écouter 2 heures à distance comme ça en temps de canicule. Donc merci énormément d'être présent avec nous, avec moi, et avec plaisir pour se retrouver dans 2 semaines pour la troisième dernière séance de notre formation. Merci à tout le monde et une très bonne journée.